Chers internautes, avant ce nouvel interlude, qui pour certains pourra paraître comme un suicide, je me dois de laisser la parole, évidemment, à la plus grande dame du cinéma d'action et de science-fiction, et peut-être même clairement la plus grande dame de l'histoire du cinéma. I wanted to ask you, I've read that apparently you absolutely despise, like I'm sure many people in this room, the Alien vs. Predator movies. Well, I haven't seen them. Oh, yeah. Because I heard also that the alien doesn't beat the predator, and I thought, well, fuck that. Voilà, parce qu'à un moment donné, au-delà de l'analyse, il faut évidemment une pointe nostalgique, il faut laisser parler son cœur. Au moins, c'est pas moi qui le dis, hein, très subjectivement, c'est Sigourney, mais pourquoi les aliens n'ont pas gagné leur combat contre les prédateurs? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Messieurs, dames, si vous suivez cette chaîne, vous êtes au courant de deux choses. J'aime les projets atypiques, pour pas dire casse-gueule, et j'aime beaucoup l'univers d'Alien et Predator. Bercé depuis l'enfance par leurs histoires, il me serait difficile de définir mon amour pour le cinéma sans retrouver cette sensation particulière, celle d'un gosse devant deux licences ayant façonné une partie de sa vie, qu'elle soit cinématographique ou personnelle. Du chef-d'œuvre intemporel de Ridley Scott aux frasques sordides et torturé de Jean-Pierre Jeunet, en passant par les créations de James Cameron et même le récital maudit signé David Fincher, le Xénomorphe fut raison de mon amour non seulement pour le 7e art, mais aussi pour la science-fiction. Un deuxième opus figure de fresque ultime, mon favori, au point d'en connaître chaque réplique par cœur. Si bien qu'aujourd'hui, chacun de ces films, et ce sans exception, devinrent peu à peu... Ah bah non, pas lui, non. Non, bah pas tous donc. Non. Bon, chacun de ces films, à deux exceptions près, devinrent peu à peu symbole d'une saga en constante évolution, ne cessant de me surprendre et de m'émerveiller. Celle-là même que mon père me contait le soir avant d'aller dormir, préférant largement les aventures de Ripley qu'un conte, disons, plus traditionnel. En même temps, Ripley était la femme la plus grandiose du cinéma avec Sarah Connor. Il était évident que ton père te forme avec ses histoires. Oui, je m'invite totalement dans ta vidéo. Allez, enchaîne s'il te plaît. Il en va de même pour Predator, ou de McTiernan à Rodriguez, chaque proposition fut capable de me convaincre et... Regarde! Ah bah non, pas lui non plus, non. Non, toujours pas. Non. Comme quoi, il y a toujours des erreurs, hein. C'est comme ça. Seulement voilà, comme dans n'importe quelle histoire d'amour, il y a souvent des moments de doute, situation délicate que seul un couple solide peut affronter. Alors oui, sachez que dans ma vie à moi, ma relation tumultueuse s'appelle Alien vs Predator. Rendez-vous manqué pour certains, étron céleste pour d'autres, divertissement correct pour les plus courageux, les deux face-à-face entre Yoja et Xénomorphe restent encore aujourd'hui une énigme. Car qu'on se le dise, je mène un combat sans nom à défendre leur qualité. Et croyez-moi, avec la question du jour, vous allez être servi, et si la licence Alien vs Predator n'était pas si mauvaise, et si même son Requiem disposait de quelques points forts. Comment disait Ian Malcolm déjà? Ah oui, accrochez-vous, ça va faire mal. Dans ta gueule! Tout commence en 1989. À cette époque, ni Charles Dance ni Ron Perlman n'ont encore affronté le moindre Xénomorphe. Bill Paxton, lui, n'est qu'à quelques mois de s'offrir deuxième mort culte du côté des Predators. Pourtant, et ce bien avant ses œuvres, Dark Horse Comics offre aux spectateurs l'un des duels les plus iconiques de la science-fiction. Alien vs Predator, sous la plume de Randy Stradley. À savoir que l'éditeur s'occupait déjà des deux extraterrestres auparavant, dans leurs récits respectifs. Fort d'un succès probant, ils ne cesseront dès lors de faire vivre ce face-à-face au fil des décennies, y rattachant même l'univers de Prometheus, notamment dans Fire and Stone, en 2014. Première pierre d'un fantasme absolu, regrouper ces deux légendes, il ne faut attendre qu'une année pour que le cinéma en fasse donc de même. Sous la direction de Stephen Hopkins, Danny Glover retrouvera dans un vaisseau Yoja le crâne d'un xénomorphe dans Predator 2. Attisant d'emblée la curiosité des cinéphiles, d'un simple easter egg, le 7e art comprend alors que la jonction des deux monstres pourrait bien dépasser le cadre du papier, afin de s'installer à l'écran. Ne dépassant néanmoins le stade d'idée, c'est un nouveau monde, celui du jeu vidéo, qui proposera plus tard ce duel au public. En 1993, Super Nintendo présente Alien vs Predator, qui, aussi bien d'un point de vue visuel que sonore, respecte clairement l'ambiance des films. Bon, on dira que c'est la magie des jeux un peu old school, mais j'ai quand même un petit peu de mal. De
la Super NES à l'Atari en passant par des jeux PC, mobile et même des adaptations d'œuvres filmiques comme Alien vs Predator Requiem sur PSP, c'est pas moins de 17 jeux qui nous feront passer de marine coloniale à chasseur, et même parfois future reine xénomorphe. Le tout via quelques succès d'estime, comme le Alien vs Predator 2 des studios Monolith, considéré comme l'un des plus grands jeux de sa génération. La hype fait son chemin, et avec de telles propositions, le 7e art ne pouvait qu'entrer dans la danse. 20th Century Fox voyant évidemment potentiel lucratif, enfin je veux dire artistique, énorme dans l'affrontement de ces deux créatures. C'est ainsi que, dès 1990, et tuant dans l'œuf le projet d'un 5e film Alien par James Cameron, le studio se penche sur un scénario inspiré du comics Dark Horse, délaissant toutefois cette envie pour se concentrer sur une autre production, Alien Resurrection, que Sigourney Weaver manœuvra également pour empêcher un film Alien vs Predator de naître, jugé effroyable à ses yeux. Faudrait pas qu'on perde de temps, on devrait larguer les clopés. Tu m'en veux pas? Non, c'est naturel. Une punchline qui, parmi bien d'autres arguments, continuera de me faire penser qu'Alien Resurrection est un putain de bijou. Voilà, à un moment donné, ça aussi il faut le dire. Alors qu'un autre script est rejeté par le producteur John Davis, souhaitant absolument une intrigue sur Terre, il faut attendre l'arrivée du sauveur, du Messie, Paul W.S. Anderson, cette phrase est déjà folle, pour que la production commence, amenant un scénario que le réalisateur gardait sous le coude depuis 8 ans. Impressionné par celui-ci, la Fox laisse alors le champ libre à Anderson une fois son travail sur Resident Evil Apocalypse terminé. Et vous verrez que les bonnes idées de script, on y reviendra plus tard, mais il y en a. Après un tournage chaotique tourné dans la précipitation entre la République tchèque, le Mont Blanc et l'Italie, comprenant température extrême avoisinant les moins 20 degrés, et même une côte cassée pour le comédien Karsten Nordgaard, le tout pour à peine 60 millions de dollars de budget, c'est un timide Alien vs Predator qui débarque le 13 août 2004. La suite, vous la connaissez, Lance Henriksen devient après Bill Paxton deuxième homme à mourir d'un Terminator, d'un Alien et d'un Predator. Les critiques assassinent le film, mais son succès box-office, près de 180 millions de dollars de recettes, pousse la Fox à en étudier une suite. Et c'est là que, pour la plupart d'entre vous, j'ai déjà envie de dire bienvenue en enfer. Oh non, me dis pas que tu me fais revivre le calvaire de Requiem. Et pour le défendre en plus. Sérieusement, Valou, ça reprend bientôt The Walking Dead? Parce que défendre cette merde là, autant que tu retournes sur Negan, c'est quand même mieux. Ouais, non, je peux le comprendre, pour lui c'était une purge. Bon, cela dit, The Walking Dead c'est ma purge à moi maintenant, donc chacun sa croix. Si Paul Anderson fut choisi par la Fox pour Alien vs Predator, ce ne fut pas sans être au détriment d'autres idées et d'autres scénarios. L'un d'eux fut, anecdote du jour, proposé par les futurs réalisateurs d'Alien vs Predator Requiem, Greg et Colin Strauss. Superviseurs d'effets spéciaux de métier, notamment pour des œuvres comme 300, Le Jour d'après ou même Avatar, ils furent toutefois choisis par la Fox pour en tourner le deuxième opus, comprenant que le talent des frères Strauss serait idéal pour combler le manque de budget du long métrage, ici réduit à 40 millions. Obligés de tourner en à peine 52 jours montre en main, le timing est si complexe que pendant leur moment de pause, les deux hommes travaillent également sur d'autres projets, supervisant notamment les effets spéciaux de 300, en même temps que leur réalisation sur Requiem. Tout comme Paul Anderson avant eux, leur objectif est de respecter l'histoire des deux franchises, proposant par exemple le comeback au héros Danny Glover, et même Adam Baldwin, habitué des seconds rôles, est présent dans Predator 2. Mais à l'instar d'Anderson, ayant souhaité retour d'Arnold Schwarzenegger, ce fut impossible. Échec confirmant au moins une chose, jusque dans la volonté de ces retours, la franchise Alien vs Predator se situe donc bien plus dans l'univers filmique Yoja que Xenomorph. Dommage qu'il faille cette purge de The Predator, ramenant armement de l'œuvre signée Anderson et même Jake Busey, fils de Gary et de son personnage dans Predator 2, pour le comprendre. Côté Alien, Michael Biehn et Bill Paxton furent également envisagés par les frères Strauss pour de petits rôles, loin de leurs légendes respectives, requêtes n'ayant jamais abouti. C'est ainsi que loin de l'espace, sur Terre, tout le monde vous entend crier, surtout les spectateurs pour qui cette suite fut l'une des pires jamais vues au cinéma. Critiques incendiaires, box-office en baisse et meurtre d'une licence pour de nombreux fans de la franchise, la sortie d'Alien vs Predator Requiem, le 25 décembre 2007, mit le glas sur l'affrontement des deux titans au cinéma. Là-dessus, il est maintenant l'heure de me faire avocat du diable. Non, effectivement, nous sommes loin de chefs-d'œuvre du grand écran, et encore plus loin de leurs prédécesseurs. Mais pourquoi ne pas mettre en avant, en cette belle journée d'Halloween, les qualités toutefois évidentes de ces deux œuvres? Car oui, messieurs, dames, que ce soit dans le respect de ces créatures, dans certaines fulgurances artistiques ou même dans ses idées, il y a du bon dans la saga Alien vs Predator. Alors laissez-moi quelques minutes pour que vous passiez de ça... T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. ...à ça. Vous aviez raison. Bienvenue au cœur d'une défense difficile.
mais pas pleinement impossible. Bon, comme tout bon avocat plaidant la cause de ses clients, reconnaissons leurs crimes avant de les défendre. Non, les copies de Paul Anderson et des frères Strauss ne sont objectivement pas bonnes, au mieux plaisir coupable pour certains fans. Mention spéciale toutefois au premier opus, dans le haut du panier de son réalisateur, c'est pas dur et divertissement somme toute plus que correct. Car pour Alien vs Predator, son point de vue est assumé. Divertissement d'action oubliant toute notion de peur, de suspense et d'effroi, préférant miser sur un duel bête et méchant et usant d'un casting grandement sous-exploité. Mention spéciale aux excellents Tommy Flanagan et Ewan Brumner. Du fait, les idées narratives pertinentes s'effacent souvent au profit d'une série B n'allant jamais vraiment au bout de son potentiel. Pire, on n'est clairement plus à une incohérence près. Pour la première fois, les Xénos naissent au bout de 3 minutes, l'arène éventre un adversaire pourtant hôte d'un pré d'Alien, allant à l'encontre de ce que montrait Fincher dans Alien 3, dévoilant à son audience que chaque xénomorphe pouvait sentir la présence d'un congénère dans le corps de son hôte, et là-dessus vous allez me dire, pour Fincher, c'était une reine. Oui, mais vu la capacité de reproduction du pré d'Alien, moi j'aurais été Xéno, j'aurais pas pris de risque. Et notre cher Scar, survivant Predator, se verra presque écrire idylle romantique avec une Sanya Lathan encore plus charismatique qu'un pot de Xanax. Oui, certaines décisions grotesques déçoivent, tout comme des personnages vides, une envie d'effroi jamais manœuvrée et un rythme loin d'être à la hauteur du concept, malgré quelques sursauts de réalisation. Mais si les défauts de cette œuvre sont visibles, elle dispose au moins d'un scénario, ce qui n'est même pas le cas de sa suite. Tu me diras, vu les dialogues de la suite, c'est peut-être pas plus mal. Il y a des gens qui meurent. Il faut des armes. Seigneur Jésus, et dire que c'est mon préféré des deux. Alors oui, objectivement, ce Requiem est une catastrophe. Aucun synopsis, si ce n'est celui d'un teenage movie consternant de bêtises se prenant au sérieux, une bande-son désastreuse, des acteurs lamentables dont le meilleur fait d'armes reste d'avoir des voix françaises trop bien pour eux, Damien Boisseau, Joël Zaffarano, Emmanuel Garigeau, Sylvie Jacob, Patrick Mancini, Arnaud Arbessier, Thierry Desroses, Xavier Fagnon, Daniel Lafourcade, Jean-Claude Sachot. Non, c'est vraiment beaucoup trop pour ce que c'est. Attends, quoi? Damien Boisseau, Joël Zaffarano, Emmanuel Garigeau ou Sylvie Jacob? Mais en tant que fan de VF, mais bien sûr que oui, il a raison, c'est beaucoup trop pour ce que c'est, il est sérieux lui. Clin d'œil aux F du jour, on notera même la présence de Rainbow Sun Frank, génial lieutenant Ford dans Stargate Atlantis pour cette scène et celle-là. Voilà, c'est tout. C'est fini. Ouais, j'ai vraiment pleuré du sang pour le coup. Un Predator qui tire dans la coque de son appareil alors qu'il est dans l'espace, des incohérences en pagaille et surtout, aucun sens de la photographie. Tout au long du film, la pellicule n'offre rien d'autre qu'une obscurité aberrante, comme si tout devait être étalonné pour que le spectateur ne voit jamais l'ampleur du désastre. C'est tellement sombre que le grain est ignoble. Non mais regardez-moi ça, pourquoi c'est noir là? Il y a même pas de fondu, c'est quoi l'objectif? Même si plus dynamique dans ses péripéties, à aucun moment les frères Strauss ne prennent le temps de poser un semblant d'histoire, ou même de proposer une peur déjà absente du premier volet, malgré un soin apporté aux effets trash. Produit commercial sans âme uniquement destiné à n'être que slasher de bas étage, il prendra même parallèle plutôt intéressant avec une autre suite de franchise, Starship Troopers 2. Bon Dieu, quelle daube. Enfin, ça partait bien pourtant, c'est du souci aussi. Sorti directement en DVD en 2004, près de 7 ans après le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven, Starship Troopers, héros de la Fédération, est, à l'instar de Requiem, film de commande réalisé par non pas un réalisateur, mais un directeur d'effets visuels. Et pas n'importe lequel, monsieur Phil Tippett. Choisi par la production pour ses talents dans son domaine, et pas réalisateur de métier, il confirme parfois l'intérêt de certaines franchises pour des hommes n'étant pourtant pas experts en réalisation. Tout comme les frangins d'AVP, et ça finit par se voir. Alors certes, les frères Strauss dirigèrent quelques clips musicaux, comme Crawling de Linkin Park ou Passive de Perfect Circle. Sauf que ce n'est pas la même chose qu'un long métrage. Bref, peu de budget, des CGI et un design horrifique percutant, quelques idées, mais aucune notion de mise en scène, de direction d'acteur ou de photographie. Et pourtant, Starship Troopers 2 avait du potentiel, proposition honorable dans l'idée de son huis clos pour à peine 8 millions de dollars de budget. Et Tronc, je prends plaisir, tout comme Requiem, à défendre pour des qualités que trop de gens ne veulent remarquer. Et s'il était alors temps de dire du bien d'Alien vs Predator? La réponse est oui, et rien que pour la reine, c'est déjà légitime. Ah oui,
Premier postulat de départ, regardez les deux films en version longue. Vraiment, dans le fond comme dans la forme, c'est bien plus pertinent. Premièrement, il est indéniable que Paul Anderson et les frères Strauss ne manquent pas d'idées. Pour le premier, il ira même plus loin qu'une simple séquence de transition, façonnant son film autour d'un point de vue louable, les rites initiatiques Yodja. Inspiré des textes de Eric van Daniken, voyant la création des pyramides par des extraterrestres, Anderson narre alors la culture Predator comme les fondateurs de notre civilisation, apprenant aux humains à bâtir en échange d'un rite de passage tous les 100 jours, permettant aux jeunes chasseurs de faire leurs preuves auprès des anciens. Pour ça, une solution, des sacrifices, une reine emprisonnée et des xénos à combattre, thème également lu chez Dark Horse. Jusque-là, background sympathique, offrant même scène la plus puissante du long métrage. Respectueux des travaux précédemment effectués, notamment ceux de James Cameron, il établira également son récit au cœur d'une société Weyland en pleine évolution, commandée par un certain Lance Eriksen, aka Charles Bishop Weyland, donnant ses traits à l'androïde Bishop. Une initiative qui, je le rappelle, sera toujours plus intéressante que celle de Ridley Scott avec David, Alien vs Predator étant de toute façon plus intéressant qu'Alien Covenant. C'est inadmissible. Je suis dans une colère noire. C'est honteux. C'est ce que j'aime dans le premier Alien vs Predator. Tentative d'enrichir la saga par une histoire Yodja, pareillement tentée avec moins de réussite par les frères Strauss. Dans leur Requiem, si je suis ravi de découvrir quelques bribes de la planète Predator, de nouveaux armements et un leader Wolf classe et charismatique, leur impact narratif furent malheureusement trop limités, passant d'idées pertinentes à simple easter egg. Tout comme la présence de Miss Yutani, rapprochant cette fameuse Weyland Yutani de l'œuvre originale, ou encore le rôle du colonel Stevens, passerelle évidente avec l'intérêt scientifico-militaire pour le xénomorphe, amenant au premier Alien, mais jamais exploité au-delà du caméo. Dommage quand on voit ce qu'avait réussi à offrir Anderson dans sa volonté de proposer du neuf dans la saga. Plusieurs Predators et un environnement anxiogène dans lequel aucune de ces créatures n'avait évolué auparavant. Cela étant, s'il y a bien une chose que les deux œuvres réussissent à transmettre, c'est le respect apporté à ces monstres. Et plus encore que de lore, je parle ici de cadrage et de réalisation. I wanted to go back to the kind of look of the movies that Jim Cameron and Ridley Scott had done, where they were mainly working with guys in suits or they were using miniatures, and we did a lot of that. And that's not to say there isn't CG in the movie, because there's a lot of CG, but that would always be our last resort. You know, we'd only resort to CG when we literally couldn't do anything else. Les réalisateurs l'ont compris, l'utilisation d'effets spéciaux sur Xenomorph et Predator se doit d'être minimale afin de capter toute l'essence des deux créatures, ce qu'ils font à la perfection. D'un premier combat redoutable à une reine somptueuse, Anderson dévoile quelques moments iconiques, finement mis en scène, réalisme sublimé par l'authenticité de ses costumes. Si l'on regrettera l'aspect un peu balourd des Predators, rien à dire sur la classe et les idées narratives Xenomorph. Hiérarchiser les aliens, notamment par le second de la reine au crâne ciselé de sang, est une bonne idée, pas si éloignée du lore vu dans les comics ou même dans les autres films. Point de vue personnel, d'un premier plan ultra chiadé à toutes ses autres apparitions, cet alien, il a de la gueule. Et que dire de la puissance maternelle, qui, si je suis pourtant friand d'un travail remarquable dans ses effets pratiques, jouit d'ajouts en images de synthèse somptueux, la propulsant enfin à la hauteur de sa classe. C'est encore plus probant dans Requiem. Très peu de CGI suite à un budget revu à la baisse, mais un effort autour des costumes et de leur mise en place face caméra, percutant. Plus que jamais, et ce jusqu'au design nervuré des aliens rappelant ceux de James Cameron, les frères Strauss prônent un respect quasi religieux dans le visuel de leurs créatures, dès qu'il s'agit de les cadrer. Là-dessus, et si je vous disais que dans l'inspiration propre d'Alien et Predator, Requiem disposait d'une vraie bonne réalisation. Non, vous n'avez pas rêvé, et si on monte la luminosité à 250%, on le devine plutôt bien. Bon, je vous l'accorde, il y a une différence entre respect de la mise en scène et respect narratif, les frères Strauss ayant bien mieux manœuvré dans la première catégorie, car dès qu'il s'agit d'envahir le spectateur de fanservice inutile, à peine voilé par un scénario inexistant, c'est déjà autre chose. Exemple, pourquoi mettre le bruitage des capteurs de mouvement des marines coloniaux dans le générique? Non, parce qu'à la lecture de l'univers étendu, ils furent créés en 2100, donc en termes de timeline, on a encore un petit peu de marge. Pourquoi appeler son personnage principal Dallas, hormis pour un clin d'œil gros comme une maison? Pourquoi faire dire à la petite fille que les monstres ont disparu en fin de séance, si ce n'est pour un repompage grossier visant à masturber l'œuvre de Cameron? C'est tout le problème des frères Strauss, amoureux à en crever de la licence Alien, et peut-être parfois trop. Mais si l'on oublie ces travers, force est de reconnaître que leur façon de filmer les créatures se veut plutôt convaincante. Ainsi, les xénomorphes se retrouvent régulièrement en huis clos, dans une ambiance humide, froide, toujours filmée de façon organique,
proche des corps et ne dépassant que très rarement la taille. Dans un environnement qui suinte, glauque et sordide, la réalisation garde alors ces monstres dans l'obscurité, tentant de retranscrire horreur viscérale et presque calquée sur ses prédécesseurs. Récital que n'avait pas réussi Anderson, dont les Xénos, à l'image de son film, faisaient bien trop propre et édulcoré. Oui, à de nombreuses reprises, vous remarquerez multitude de plans devenant miroir du moindre film Alien. Peu d'originalité, certes, mais de la part de deux amoureux de la saga, ça fonctionne. S'il y avait eu de la lumière. Porté par son élégance naturelle, le Predator se retrouve lui dans son terrain de jeu iconique. Tueur furtif et discret dans une jungle suffocante, puis dans une ville à la photographie chaude, symbole des deux premiers opus de la franchise. Car Requiem s'offre parfois soubresaut d'intelligence. Immense clin d'œil à Alien, la scène des militaires par exemple est une réussite. Aucune musique, afin de capter l'ambiance au maximum, réalisation soignée, sound design porté par les hurlements de la garde nationale, et apparition dans le non-dit des xénomorphes, c'est court, mais l'ambiance est clairement réussie. Il en va de même dans leur chorégraphie des combats, brutale, expéditive et peut-être frustrante pour certains, je les vois pour ma part comme plus réalistes vis-à-vis du lore. Dans le premier film, Anderson pouvait laisser place à de longues séquences d'action, ces Yoja n'étant que novices, luttant tant bien que mal pour tuer leurs adversaires. Ici, à l'instar de la violence retrouvée du film, notre chasseur est expérimenté, ne faisant pas dans la dentelle et tuant de manière beaucoup plus agressive. Du fait, l'idée est avant tout d'appuyer chaque affrontement sur un procédé simple, face à face brutal et percutant. Mieux, Requiem s'offre enfin le luxe d'être gore, allant même jusqu'à macabre avec une femme enceinte qui n'en demandait pas tant. Alors non, pas besoin de gore pour briller, il n'y a qu'à voir les deux premiers Aliens pour s'en convaincre. Mais jouissif au possible, difficile de comprendre les critiques reprochées au Predalien, immense tour de force d'une œuvre glauque assumée à 100%. Souvent illustré dans l'univers des comics et des jeux vidéo, il représentait fantasmes de fans parfaitement retranscrits derrière la caméra des frères Strauss. Gardant cet impact authentique et old school dû au superbe design de son costume, et si l'on nommait sa naissance en globalement 5 minutes, non parce que l'ellipse temporelle je veux bien, mais sachant que le vaisseau tourne encore autour de la Terre, il a vraiment dû grandir en 1 minute symbolique le mec, y a pas le temps. Avec lui, certaines idées enrichiront l'univers de la licence, comme la pompe de plusieurs chestbusters directement dans l'homme. L'horreur se veut plus que jamais présente, et si les frangins n'avaient pas opté pour une lumière encore plus basse que le score de Kanye West aux dernières présidentielles, et s'ils avaient offert combat plus ambitieux face au Predator, une légende aurait pu se dessiner sous nos yeux. Malheureusement, celui-ci restera sous-exploité compte tenu de son potentiel, mais d'un point de vue plus abstrait, je le trouve métaphoriquement à l'image du film. Souvenez-vous que la connotation sexuelle du premier opus de Ridley Scott, phallus de xénomorphes et femmes tout de blanc vêtus, était importante dans l'imagerie de la franchise. Presque gothique, sensuelle et à l'image des œuvres de Giger. Ici, la façon d'exister et même de féconder du Predalien s'associe quasiment à un viol. La connotation est gardée, mais mise au niveau du film. Glauque, sordide, mais somme toute intelligente. Au final, s'ils ne pourront jamais être perçus comme de bons films, les longs métrages Alien vs Predator resteront parmi mes grands plaisirs que j'aime tant à défendre. Vilain petit canard de licence bancale, merci Ridley Scott et Shane Black, je ne cesserai jamais de les revoir avec bonheur, préférant y voir des qualités nombreuses, certes masquées par une aura décevante, mais qui auront réussi à me convaincre. Pas vraiment plaisir coupable, pas vraiment bon film, mais une chose est sûre, quelle joie de rappeler ô combien ils resteront toujours meilleurs qu'Alien Covenant. Seigneur, ça fait du bien. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...